Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous savez qu'on travaille avec NutriPure, la meilleure gamme de compléments et de supplémentation qu'on recommande à nos athlètes et surtout qu'on utilise nous-mêmes. Donc, on vous invite à faire un petit tour sur leur site et à profiter de notre code stratège qui vous offre 10% à la création de votre compte pour tout simplement consommer tout ce que vous avez besoin pour performer longtemps et pour pouvoir faire un maximum de perfs. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce soir. On va discuter, on avait déjà un peu discuté du fait de progresser longtemps et on a reçu pas mal de commentaires là-dessus sur comment faire pour performer, comment faire pour continuer à prendre en niveau quand on n'est plus, on va dire, à un 20-25 ans. Comment on fait si justement on a eu la chance de travailler avec des athlètes un peu qui ont tous les profils et on a eu aussi des athlètes, je dirais, qui sont d'un âge, des athlètes qui sont vraiment soit des Open, soit des Masters avec qui on a pu observer des petites tendances et ce soir, on est tous les quatre pour essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on a repéré, observé, des problématiques qui existent aussi, et de vous dire un petit peu ce qu'il en est. Je commence. Eliam, il est trop fatigué, il faut que je le laisse tranquille. Je vais commencer. Vas-y, Romain, je vais te dire. Pour toi, c'est quoi la grosse différence qu'il y a, s'il y en a une, à l'entraînement entre un athlète, disons, qui a 18-20 ans et un athlète qui en a 35 ou 40, par exemple? Je pense que la grosse majorité entre ces 2 types de profils, c'est bon, effectivement, il peut y avoir une différence au niveau de la récupération. On sait qu'un athlète de 20 ans, s'il dort un petit peu moins bien et cetera, souvent ça pardonne plus. Donc fatalement, on peut y aller un petit peu plus, «à fond» entre guillemets sur le volume d'entraînement et cetera. Mais surtout, moi, ce qui me marque, c'est que souvent les athlètes qui sont plus jeunes, bon, c'est pas toujours le cas, mais on a souvent des athlètes qui sont étudiants ou qui ont un peu plus de temps disponible et qui du coup ont peut-être moins de concessions à faire au niveau de leur emploi du temps, de leur énergie au quotidien. Et donc, en dehors de l'aspect récupération purement lié à l'âge, parce qu'il y a aussi des athlètes de 30, 40, 50 ans qui récupèrent très bien, il y a aussi une composante emploi du temps qui fait qu'avec un travail prenant, avec des enfants, et cetera, il y a peut-être moins de temps à allouer purement à soi-même, à l'entraînement, et cetera, quoi. Ok. Est-ce que vous, les gars, il y a d'autres choses que vous voyez un petit peu comme différence sur l'allocation des ressources, mais est-ce qu'il y a d'autres choses des grandes choses que vous voyez un petit peu en termes de différence? Quelque chose que j'ai pu remarquer, moi, c'est déjà ouais, au niveau de l'emploi du temps, il y a peut-être plus de contraintes de temps, comme Romain a dit, pour pouvoir passer du temps avec les enfants, pour être au boulot, pour pouvoir caler tout ce qu'il y a à caler dans la journée de quelqu'un qui est vraiment dans la vie active, pas quand on est étudiant ou bien au chômage, tout simplement. Mais quelque chose d'autre, je pense que ça va être peut-être au niveau de la communication aussi. Lorsqu'on travaille avec des athlètes qui sont assez jeunes, qui ont notre âge, qui sont plus jeunes, dans la même fourchette, on va dire, il va y avoir, je pense, peut-être un peu plus de facilité du côté de l'athlète à vraiment tout dire, dire tout ce qui lui arrive à l'entraînement, tout ce qui lui arrive en dehors de l'entraînement, à raconter peut-être même un petit peu plus sa vie personnelle lorsque ça a un impact sur l'entraînement. Mais je trouve que c'est un peu moins le cas par moment lorsque les athlètes sont un petit peu plus âgés. On va être très carré sur les retours, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on va être vraiment sur le strict nécessaire, on va dire. Alors que parfois, je pense que ça peut être intéressant de rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, en soi, c'est pas une fin en soi, parce que c'est une discussion. Je discute avec eux. Je leur dis, lorsque je sens qu'il y a un manque, qu'il y a un petit flou au niveau des informations ou quoi, j'en demande un petit peu plus. Je dis, OK, mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti comme ça, par exemple, s'il ne me le dit pas directement. Mmh. Et je pense que là, ça peut jouer un petit peu plus. J'ai l'impression qu'avec les athlètes un petit peu plus âgés au niveau de la com, on va devoir creuser un petit peu plus, parce que d'eux-mêmes, ils vont pas autant s'ouvrir qu'un athlète un peu plus jeune. Hmm. Eliam, est-ce que toi, tu as autre chose qui te vient un peu en tête? On a l'allocation des ressources, la communication. Est-ce que toi, tu as d'autres choses que tu as pu repérer? Pas particulièrement. Moi, j'avoue que j'ai pas eu vraiment l'occasion de travailler beaucoup avec des gens de cette tranche d'âge. Donc, je pense que les remarques de Suleiman et Romain, elles englobent à peu près ce que je pense du sujet. Ok. Et toi, Roman, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je trouve que le côté, c'était un peu la question que j'allais vous poser aussi, mais moi, je trouve qu'il y a aussi pas mal d'avantages à être un peu plus vieux. Je m'explique dans la FA. J'en parlais avec Corentin, s'il écoute le podcast, on le salue, sur le fait que, ok, tu as plus de concessions à faire, tu as plus de. Bon, on va dire, si globalement tu as un emploi, une famille, des enfants, c'est vrai que tu peux pas faire la même chose que tout le monde ou que des étudiants ou des gens qui sont au chômage, on est 100% d'accord. Mais en général, tu as aussi beaucoup plus de. Tu as aussi des avantages en fait. Et je pense qu'ils sont parfois un peu sous-cotés.
Le truc un peu tout bête, c'est par exemple un athlète étudiant, tu vois, il habite chez papa-maman. Bah, c'est parfois dur un peu d'avoir ses prods, tu vois. Quand tu es un daron de la famille, tu vois, si tu veux aller t'acheter 10 boîtes de thon, en soi, tu peux. Je veux dire, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire ah bah non, tu les achètes pas, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a parfois des trucs sur lesquels, en fait, tu peux avoir un avantage de la stabilité, tu vois. En général, c'est aussi des gens qui. Bah, c'est plus rare d'avoir un papa de 40 ans qui dit bah, je suis désolé, l'entraînement n'était pas fou, je suis sorti avec mon BDE hier, tu vois. C'est plus rare. Ou bien c'est qu'il a renouvelé beaucoup de fois, tu vois. Mais, Non, mais ça peut être mon bébé, il a pas fait ses nuits, par exemple, et du coup, tu sais, ça revient un peu au ouais, même, quoi. ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi voir un peu le positif sur le fait que, bah, en général, tu peux pourquoi pas, parfois, plus te déplacer pour tes entraînements si tu as une meilleure salle un peu plus loin, si tu as une voiture haute, c'est pratique. Ta diète, tu peux en général un peu l'améliorer. Et moi, il y a un truc que j'aime bien avec les personnes un peu, voilà, les personnes qui sont, par exemple, en open ou en master, c'est le côté aussi où ils vont aussi plus accepter de prendre leur temps. C'est-à-dire qu'ils sont moins impatients que les athlètes qui ont 18 ans, tu vois, en mode je veux des gains, tu vois, tout de suite, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un peu des avantages qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que vous voyez d'autres avantages Non, moi juste, j'allais rebondir sur ce que tu as dit. Et généralement, les athlètes qui arrivent à prendre un petit peu plus leur temps comme ça, eh ben, c'est eux qui vont voir le plus de gains le plus rapidement, j'ai l'impression. Ceux qui sont très pressés, ils vont peut-être pas avoir autant de résultats que ce qu'ils espèrent. Du coup, ils vont être déçus, ils vont commencer à se mettre la pression, etc. On va rentrer dans un cercle un peu vicieux. Alors que justement, un athlète qui est un petit peu plus mature vis-à-vis de sa progression, il va avoir tendance à être surpris d'une façon positive vis-à-vis de ses progrès. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. J'ai aussi l'impression que pour les athlètes qui sont un peu plus âgés, souvent il y a également une maturité et une prise de recul par rapport à ce qu'il faut faire qui est qui est plus favorable à faire du progrès, en fait, tout simplement. Oui, carrément. Moi, je vois un autre avantage. Je trouve que paradoxalement, en fait, ça donne de la structure et que c'est quelque chose qui peut, en fait, grave aider à planifier tout l'entraînement. En fait, le fait qu'ils aient de base moins de ressources en temps et tout ça, ça va les forcer, en fait, à peut-être optimiser un peu mieux la routine et tout dans la semaine. Ou quelqu'un qui, par défaut, a beaucoup de temps, va peut-être être mal organisé, va mal dormir à des heures un peu irrégulières, des trucs comme ça, et qui vont faire qu'au final, les ressources sont moins bien allouées que quelqu'un qui a des contraintes qui va le forcer à peut-être aller à la salle tout le temps à la même heure, dormir tout le temps à la même heure et tout ça, et manger un peu mieux, des trucs comme ça. Genre. Ouais, je suis d'accord. En fait, tu as ce truc aussi où quand tu es obligé parce que tu as des contraintes, tu vas voir qu'aussi ils vont moins se trouver d'excuses. Moi, j'ai remarqué, tu vois, le père de famille qui a bossé et qui a eu je sais pas, son enfant qui a pas dormi, tu vois, de la nuit. Il va pas te dire ouais, j'avais oublié ma chaussette de la collection fantôme, tu vois. Il va faire ce qu'il a à faire et il s'en fout en fait. Et je pense que parfois c'est quand même il y a vraiment un avantage à ça en fait. Moi je vois de plus en plus, j'ai de plus en plus même un peu l'intuition que tu as presque des avantages à commencer parfois un peu plus vieux, notamment quand tu n'as pas toutes les ressources dispo quand tu es jeune en fait. Donc ne voyez pas ça comme s'il y en a qui se reconnaissent et qui écoutent ça, on a de la chance parce que c'est un sport aussi, ça statistiquement, et puis là-dessus, je pense qu'on avait parlé de la dernière fois, c'était, comment il s'appelle l'anglais qui est énervé et qui a 35 ans. Ngannou, il a sorti 840 de total à l'entraînement là, en moins de 83. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, genre, c'est un sport à maturité tardive, et il y a un autre argument que j'aime bien aussi pour les athlètes qui commencent un peu plus tard, c'est que si en plus de ça, avant il a fait un peu un passé de muscu, en général, l'hypertrophie, elle est parfois un peu là, tu vois. Parfois, tu as des gars, tu les récupères, ils sont déter, tu vois. Déjà, physiquement, ça curle pas 8 kilos, tu vois. Et ça, c'est quand même cool parce que ça te fait travailler un peu différemment et je trouve que ça donne un peu un défi quand tu es coach aussi, quoi. Donc, Ouais. je trouve ça pas mal. Je trouve que en fait, il y a quelque chose qui est assez positif également, c'est que bon, même si, comme on l'a dit, parfois le manque de récupération ou la récupération qui est tout simplement un peu moins bonne, c'est un inconvénient. C'est vrai que ça te force à trouver des solutions et je pense que pour beaucoup de pratiquants qui sont en master, par exemple, et cetera, et qui voient, des athlètes tu sais, de la plus jeune génération qui s'entraînent, je sais pas, de manière, super spécifique avec, 3-4 SBD par semaine, bah, je comprends qu'ils s'y retrouvent pas, en fait. Parce que si eux, ils essaient de s'entraîner comme ça, à part s'il y a une capacité de travail qui a été construite pendant des années et cetera, bah, ça va beaucoup moins pardonner
le fait d'avoir un stress à l'entraînement trop important, alors que, encore une fois, un athlète qui a, je sais pas, la vingtaine, souvent ça se passe beaucoup mieux. Et à ce moment-là, le truc, en fait, le réflexe, parce que moi j'en ai entendu aussi des athlètes qui étaient un peu plus âgés, qui disaient ouais, bah pour moi, c'est fichu parce qu'en fait, c'est ça qui marche et moi, ça, je peux pas le faire, en fait. Donc, tu as l'impression que tu es obligé de prendre le chemin le plus difficile. Alors que nous, en fait, c'est pas tellement ce qu'on fait avec nos athlètes. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de trouver un chemin qui est plus simple. Donc, pas forcément chercher à en faire le plus possible, mais plutôt de trouver ce qui ne fonctionne pas, trouver quels sont les obstacles qui t'empêchent de progresser. Et à ce moment-là, bah, que tu sois un athlète jeune ou plus âgé, en fait, ça fonctionne très bien. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est hyper important d'identifier ce qui bloque et d'essayer de le contourner, plutôt qu'être vraiment dans la dynamique où tu te dis, bon, j'ai vu que les gens faisaient ça, j'ai vu que c'était le travail dur qui paye, et du coup, je vais me charcuter, parce que, bah, mine de rien, pour ces profils-là, ça risque juste de les faire voler en pièces, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut plutôt avoir une approche minimaliste avec les athlètes qui ont, d'une façon générale, que ce soit des athlètes plus âgés ou simplement des athlètes qui ont des contraintes de récupération qui sont un peu plus fragiles, entre guillemets, sur certaines zones. Mais après, il suffit simplement d'appliquer le principe de progressivité et on n'est jamais figé dans le temps, en fait, sur la résilience d'une zone donnée. Je me permets de raconter une petite anecdote, allez, soyons fous. Ça me rappelle lorsque on était fin 2018, début 2019, j'avais mal au genou. Et à ce moment-là, je pouvais squatter que un single par semaine. Ah, c'était le fameux 10 secondes en excentrique, là? Non, ça c'était encore une autre fois, j'ai fait que des dingueries. Non, c'était un single, je faisais un single comp. Et en fait, à partir du moment où je rajoutais ne serait-ce qu'un back-off, j'avais mon genou qui me lançait le lendemain et sur plusieurs semaines. Donc, j'avais juste un single comp dans la semaine. Et le reste, c'était du travail accessoire orienté pour stresser le moins possible la zone. Ou, à contrario, mettre un stress particulier sur la zone, mais plutôt en isométrique ou en tempo pour venir la renforcer, justement. Et en fait, mine de rien, j'étais passé de, je sais plus, 220 au squat à 240 en un bloc avec vraiment une rep de squat par semaine. Donc, comme quoi, il y a vraiment plein de possibilités sur le travail minimaliste auquel on ne pense pas forcément. Et je pense que moi, j'étais jeune, mais j'étais flingué de partout. Mais s'il y a des profils d'athlètes qui sont un peu plus âgés, etc., on a plein de possibilités possibles pour pouvoir vous faire progresser. Je pense que s'il y a un truc qui est très intéressant, c'est de se dire que quelque chose de minimaliste, ou pas forcément de minimaliste, mais quelque chose de simple, c'est quelque chose de très bénéfique parce que dans la programmation, on a toujours tendance à, quand on a du mal à progresser, à aller chercher un peu la complexité, alors que souvent, c'est simplement que les bases ne sont pas maîtrisées. Et en fait, ces athlètes-là, souvent, ont l'impression que les bases sont déjà maîtrisées et que maintenant, pour passer une nouvelle étape, il va falloir aller chercher quelque chose de plus complexe. Alors que le mieux, en fait, c'est vraiment de passer sur quelque chose de très, très simple, des mouvements simples, des formats simples, pas de trucs trop exotiques. Et en fait, l'avantage des formats qui sont très simples, qui sont très minimalistes, c'est qu'on peut très rapidement les améliorer. On voit très rapidement où est-ce que ça déconne. Et du coup, c'est assez facile en fonction des douleurs, en fonction des gènes, en fonction de la récupération, ou vis-à-vis des besoins qu'il y a à l'entraînement, de rajouter un petit peu, d'enlever un peu, etc. Et c'est beaucoup plus rapide, du coup, de trouver une allure de croisière et d'avoir une formule qui fonctionne assez rapidement, en fait. Mais du coup, Romain, par format simple, est-ce que tu entends l'utilisation de squat avec double chaîne et élastique renversé? Exactement, Eliam. Plus l'exercice est complexe, en fait, déjà, si l'exercice, il faut une seule ligne pour l'écrire, c'est qu'il n'est pas assez complexe. Tu sais, quand tu es sur Sheet et que tu ne dois pas décaler la colonne pour comprendre tout le titre. C'est ça. Si c'est pas minimum 150 caractères, l'exercice, il est trop facile. C'est la taille de la police. C'est ça. Non, commencer par des trucs très basiques. Ça peut être du squat, ça peut être du squat en barre haute, ça peut être du squat tempo. Pas obligé de faire des pyramides ou des trucs de fou, etc. Parce que, en fait, c'est pas le problème, c'est pas que c'est des formats qui ne marchent pas. C'est que c'est des formats qui sont peut-être trop complexes à analyser. Et donc, ensuite, si tu veux le faire évoluer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la force athlétique, en tout cas, pour le moment, c'est le truc qui est le plus simple à faire évoluer. C'est que si tu fais une fois 3, une fois 4, une fois 5, une fois 6, tu changes de format, que tu changes de charge à chaque fois, mais en fait, comment tu fais pour faire évoluer ça?
l'idée, c'est globalement d'avoir un espèce d'escalier, tu franchis pas à pas. Et en fait, chaque marche te rapproche un petit peu de ce que tu fais. Et si globalement, il y a un espèce de gros trou entre chaque marche et que tu sais pas si tu montes, tu descends, etc., bah, tu peux progresser, mais bah, tu vises un peu au hasard, quoi. Il y a une composante random qui est vraiment très importante dans l'équation. Donc pour le long terme, c'est pas le meilleur call, quoi. Merci beaucoup pour ton écoute du podcast, j'espère que ça te plaît. Si tu veux aller plus loin, je te propose d'accéder gratuitement à notre atelier. Dedans, on t'explique comment on a aidé 500 athlètes à débloquer 100 kg sur leur total. Je te préviens, il n'y a pas de formule miracle, mais si tu es un athlète passionné et que tu as l'impression d'avancer au ralenti, ça peut t'aider à progresser plus facilement. Et puis surtout, moi, je me permets de rajouter autre chose aussi. Les athlètes qui peuvent progresser avec un volume minimaliste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est un cadeau. En fait, il y a des athlètes, moi, je vais prendre mon exemple, mais moi, j'aimerais bien faire le Prime Soulé 2019, une série de squats par semaine. Tu t'imagines ou quoi le truc où il y a plein d'athlètes qui disent ouais, mais moi, j'aimerais bien en faire plus. Mais si tu progresses avec peu, ça veut dire que, un, tu n'as pas besoin de t'entraîner des heures et des heures. Deux, ça te laisse de la place peut-être pour faire progresser un autre mouvement, tu vois. Je prends l'exemple très, très simple, hein, mais ton temps, il est limité. Si tu peux limiter le volume sur ton squat et sur ton terre et qu'ils avancent quand même, bah, ça te laisse un max de volume pour envoyer du bench, tu vois, par exemple. Donc, j'ai jamais vu le côté un peu, tu sais, la capacité de travail un peu comme une fin en soi, tu vois, en mode, ouais, bah, le but, c'est d'en faire un max et tu vois, on va monter le volume à fond et si tu n'arrives pas à encaisser, bah, au bout d'un moment, tu vas encaisser. Bah, moi, j'aurais tendance à dire, prends la dose minimale. Si tu progresses avec, bah, super, tu vois. Et si c'est quand même cool de dire, je sais pas, si tu progresses avec je sais pas, 4 séries de squats par semaine, c'est cool, tu vois. Pas besoin d'en faire 12. Et en fait, les athlètes, je pense que la méta, en quelque sorte, qui est un peu véhiculée sur les réseaux sociaux, hyper spécifique, high volume, high intensité, se tuer un peu la tâche. En fait, les athlètes en master et compagnie s'y reconnaissent pas. Ils ont l'impression que c'est la seule façon de progresser. Et donc, ils testent ça. Et donc, ils progressent pas. Et donc, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent plus avancer. Et tu vois, ça donne un truc en fait où tu t'en sors plus en fait. Et tu penses que la solution c'est de rajouter de la dose, alors qu'en fait, parfois tu commences avec des trucs ultra simples. Et c'est pour ça que parfois tu vois le daron de 50 ans, tu vois, qui fait son 5x5 à l'ancienne, et en fait, il avance un peu, tu vois. Et voilà, en fait, il n'y a pas besoin. Et moi, je sais que ça a été le cas aussi avec beaucoup d'athlètes qui voient la capacité de travail comme une fin en soi parce qu'ils sont persuadés, ils ont ce truc où ils se disent, OK, les athlètes de haut niveau, ils en font beaucoup. Donc moi, si j'en fais beaucoup, je vais arriver à haut niveau. Mais c'est pas le fait d'en faire beaucoup qui va te faire progresser. C'est parce que tu es à haut niveau qu'il t'en faut beaucoup parce que tu es déjà quasiment au seuil max en fait de ce que tu peux faire. Et moi, j'ai l'exemple avec, par exemple, des athlètes que j'ai en master. Jennifer, par exemple, je ne sais pas si elle écoutera le podcast, mais qui a commencé la force athlétique il n'y a pas si longtemps. Elle a moins de 2 ans d'expérience. Et honnêtement, Jennifer, elle progresse super bien, tu vois. Elle est hyper appliquée. Bon, elle a un gros passé de musculation, etc. Mais enfin, elle est appliquée sur les mouvements, etc. Et moi, je peux te dire que j'ai des athlètes qui sont juniors et qui seraient jaloux de sa progression, tu vois. Donc, De ouf. Mais après, Ouais, et puis, tu vois, je me dis vas-y. quand même, il y a aussi le côté, enfin, t'aimes bien t'entraîner. Genre, Souley, quand il pouvait faire qu'un single par semaine, peut-être il avait le seum, genre, il voulait. Ouais, j'avais le seum de ouf. Tu vois, donc. Ouais, mais je pense que c'est parce que tu as la mort, parce que tu sais que tu peux pas faire plus. Mais si tu sais que c'est déjà optimal, tu te dis, ce qui est le mieux, c'est de s'entraîner. Enfin, c'est de s'entraîner beaucoup ou c'est de progresser. Ouais, Après, si tu t'entraînes pour le kiff, c'est de t'entraîner suffisamment pour que tu sois content. Ouais, mais à ce moment-là, peut-être que tu peux rajouter des exercices un peu plus Ouais, bien sûr, tu fonctionnels. as plein de possibilités, je suis d'accord. C'est ça. mais après, quand même, hein, sauf dans des cas extrêmes, il y a quand même une intersection entre la quantité que tu as besoin pour progresser de façon raisonnable et ce qui va te faire plaisir aussi, genre. C'est quand même rare de faire qu'un single alors que tu kiffes de ouf t'entraîner. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est Mais rare. souvent, j'ai l'impression que les gens, leur quantité de travail les empêche d'apprécier leur training. Parce qu'ils ont l'impression que justement, cette quantité de travail, elle est nécessaire pour progresser et que, en fait, c'est pas du tout le cas. Et je vais donner un exemple typique et tu te reconnaîtras certainement dedans, Eliam, mais quand tu arrives en fin de préparation pour une compétition, tu as souvent un stress qui est assez important, tu vois. Tu peux avoir mal, ça peut Non, arriver. ça va. Et souvent, c'est pas le moment où. Enfin, il y a deux types d'athlètes. Il y en a qui sont très challengés, qui voient l'échéance qui approche et du coup, ils sont super excités. Mais il y en a d'autres qui sont, tu vois, qui sont abattus par la fatigue qu'ils ont accumulée. Et du coup, le plaisir à l'entraînement, il est beaucoup moins là, quoi.
Ouais, Après, il y a quand même une façon de se perdre dans le truc. Parce que, tu vois, genre, on dit toujours, ouais, il faut aimer le process et tout, il faut aimer les PR au volume, des trucs comme ça. Et après, c'est facile quand même de se perdre dedans et se dire, vas-y, j'ai envie de faire 5 x 5 avec cette charge, mais maintenant, j'ai envie de faire 7 x 5 avec cette charge. Tu vois, alors qu'en vrai, il faut se rendre compte que l'objectif, au final, c'est de monter son 1RM. Donc, Ouais, bien sûr. voilà. C'est juste un moyen, en fait. Le volume de travail et tout, c'est un moyen. C'est pas une fin, genre. Ouais, je suis d'accord, je vous rejoins là-dessus. Et encore une fois, voyez ça comme ce que disait Romain, c'est des manières d'arriver à un point, en fait. C'est-à-dire, tu commences à un point A, tu dois aller à un point B. Il faut que tu trouves le moyen le plus efficient et le moins coûteux. Moi, j'ai toujours un peu ce rapport coût-bénéfice. Et là-dessus, Mike Tuchera, il en parlait sur le fait que il s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de trucs, lui, quand il a commencé à avoir des enfants et compagnie, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles il pouvait gagner du temps, tu vois, sur des trucs, sur ses warm-up, sur ses... En fait, je pense que tu peux aussi te servir de cette période vraiment quand tu es en master et que tu as peut-être plus de contraintes. En fait, tu vas rien pouvoir changer. Tu peux soit pleurer et te dire bon, bah, je peux plus, c'est trop tard ou je sais pas quoi. Soit en fait, tu te dis ok, j'ai des contraintes et en fait, c'est des contraintes comme les autres en fait, comme quelqu'un qui bosserait, je sais pas, qui ferait un 8h, 20h tous les jours dans un métier physique ou autre. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est surtout si tu as du mal à trouver une solution, c'est peut-être parce qu'en fait, tu ne considères pas ça comme des contraintes importantes, ou bien tu considères que c'est à la prograde, enfin, tu dois suivre la méta et pas adapter. En fait, la personnalisation, c'est aussi l'âge. C'est pas juste tes leviers, c'est pas juste. C'est ton mode de vie, tes goûts aussi, parce que si as 40 ans, que tu fais de l'iPad, il y a peut-être des trucs que tu as testés aussi, tu vois, il y a une certaine expérience. Et en général, tu en as testé des trucs, tu vois. Si à 40 ans, tu t'entraînes déjà depuis un moment, tu as testé un peu tous les grands classiques, et tu vois qu'il y a des trucs qui ont aussi fonctionné. Et en fait, j'aime bien aussi parfois demander un peu ce qu'ils ont testé. Et parfois, bah voilà, il faut pas oublier que ça fait un moment qu'ils sont aussi dans le truc parfois. Et je pense que c'est intéressant. Je pense qu'aussi, il y a un truc qu'on oublie de prendre en compte. L'excuse entre guillemets de l'âge, même si on sait bien que forcément le fait d'être plus âgé, c'est pas forcément quelque chose qui joue toujours en ta faveur. Moi, j'entends souvent le truc de oui, mais tu sais, avec l'âge, on perd en masse musculaire, on perd en taux de testostérone, etc. Et évidemment, il y a une grosse part de réalité derrière parce qu'à 70 ans, même si tu t'entraînes beaucoup, tu n'auras pas forcément la même force, la même forme qu'à 20 ans, c'est certain. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui oublient que le fait que ta testostérone, ta masse musculaire, etc., elle baisse, c'est aussi parce que ton mode de vie, il est plus aussi bien que ce que tu pouvais avoir dans ta vingtaine, dans ta trentaine. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples d'athlètes que je suis qui sont assez âgés, en power ou ailleurs d'ailleurs. Hein, en bodybuilding, la référence que j'ai, c'est Jeff Alberts, pour ceux qui connaissent, de la team 3DMJ. La légende qui vraiment, pour un pratiquant naturel qui a quasiment, je crois qu'il a pas loin de 40 ans d'entraînement, enfin, c'est n'importe quoi. Et le gars, il a un physique qui met à l'amende n'importe quel pratiquant qui a 20 ans, en fait. Et en fait, le truc, c'est que si tu continues à t'entraîner, si tu continues d'avoir une bonne hygiène de vie, etc., bah, tu seras étonné de te rendre compte que bah, finalement, ce que tu pensais être comme un énorme boulet au pied d'avoir des années derrière toi, bah, en fait, à partir du moment où tu fais la même chose que quelqu'un de 20 ans, donc quand je dis la même chose, ça ne veut pas dire t'enfiler 4 SBD par semaine, etc., mais que tu continues de t'entraîner régulièrement, que tu essaies de faire attention à ton stress, ta récupération, ton alimentation, bah, tu peux avoir des excellents résultats. Et encore une fois, moi, je connais des athlètes qui ont 40, 50 ans qui progressent mieux et qui ont un meilleur niveau que des athlètes de 20 ans alors qu'ils ont autant d'expérience dans le sport. Il y a des athlètes qui ont commencé à 40 ans et d'autres qui ont 20 ans qui sont dans la même catégorie de poids. Et je vois ceux de 40 ans, ils progressent super vite. Et par exemple, tu vois, je reprends l'exemple de Jennifer, parce que décidément, mais elle a atteint un niveau France hyper rapidement. Ouais, bien sûr. Et Ouais, je suis d'accord. Mais sur la question de la... Vas-y, Souley. Oui, je disais, on peut continuer sur l'exemple de Tucherer qui est beaucoup ressorti, mais il faut comprendre aussi, pour ceux qui ne le savent pas, mais Tucherer, c'est quelqu'un qui a déjà bien performé sur la fin vingtaine. Il a été plusieurs fois champion du monde, etc., en moins de 120. Et là, actuellement, il est dans la même catégorie de poids et je crois, il a PR plus 30 à sa compète de comeback, un truc comme ça, au total. Donc, c'est vraiment aberrant, en fait. C'est un moins de 120 qui tire dans les 365 kilos, 370, si je ne dis pas de bêtises. ouais, dans ces eaux-là.
3,80 quasiment, je crois. Ouais, Ok. voilà. Il me semblait qu'il avait doublé plus de 3,60. Donc, c'est vraiment un accomplissement en soi. Et c'est pour ça qu'on le prend en exemple. C'est parce qu'il est vraiment meilleur que le niveau qu'il avait à son prime à 20 ans. Il a eu une grosse période d'arrêt où il a dû s'occuper de ses enfants, etc. Des Et, blessures aussi. et il était blessé aussi. Et ensuite, il a tout recommencé à zéro. Et là, maintenant, actuellement, il est à son prime et il a plus de 40 ans. Donc, c'est pour ça que c'est un exemple qui revient régulièrement. Et Ouais. aussi, accessoirement, je pense qu'il y a un truc de se dire, on voit pas beaucoup de, tu sais, de pratiquants plus vieux, 50, 60 ans, performer à fond, parce qu'en fait, déjà, c'est souvent des personnes qui sont moins sur les réseaux, C'est donc ça. tu sais, qui ont moins le réflexe de se filmer, etc. Donc statistiquement, t'en vois moins. Et puis, il faut aussi le dire, si vous êtes encore sportif à 40, 50, 60 ans, eh ben, c'est super, mais sachez que c'est pas le cas de la majorité des gens aussi. Et donc, effectivement, le facteur âge est une composante, mais il y a aussi énormément de personnes qui abandonnent le sport à cet âge-là. Et on a des exemples. Là, je pensais à Mike Tuchrer, mais dans des athlètes qui sont plus âgés. Je ne voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est John Laflamme ou un truc comme ça. Ouais. Il y a... Alors, pareil, je ne veux pas dire de bêtises, mais il avait deadlifté combien 500 pounds, je crois. Ouais, donc c'était 220 kilos, quelque chose comme ça. Un peu plus de Et à 200 quel pounds. âge Pas loin de Il avait 80. 80 ans. Ouais, c'est ça, 80 ans. Tu te dis, Oh. bon, bah, enfin. Et on en voit plein. J'ai vu un gars aussi, il avait quel âge? Je crois qu'il avait 65, qui avait deadlifté 300, tu vois, en moins de 83. Oui, je m'en souviens, il m'avait choqué, lui. Voilà. Et Sans ceinture en plus, hein, je crois. Hein. Pardon? Sans ceinture, je crois, en plus. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et en fait, toi, tu te dis, mais attends, Pas de parce que, tu sais, toi, tu vois, tu te dis, bon, ok, moi, j'ai 25, etc. Comment ça se fait qu'il y a un mec de 65 ans qui me met à l'amende sans ceinture, tu vois? Il m'a mogué, quoi. Ouais, ça. Putain, mogued, quoi. Ouais. Donc, Non, mais ce serait vrai, ouais. Mais je pense qu'il y a un truc que tu disais aussi, Romain, sur la composante santé qui est importante. Au-delà de l'aspect performance, il y a aussi un aspect bien-être que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus. Bon, évidemment, si vous voulez être en bonne santé, vous savez quel complément vous recommande, mais au-delà de ça, il y a aussi l'entraînement. En fait, je pense que c'est aussi, j'en discutais avec un gars de la salle, mais juste comme ça, sur le fait que c'est quand même cool, tu vois, que quand tu vieillis, tu vois que tu es toujours solide et que tu es toujours. Enfin, tu es en bonne santé aussi en termes par exemple, il y a eu pas mal d'études là-dessus sur la question de l'ostéoporose, sur la question de la densité osseuse et autres. C'est quand même. Enfin, c'est cool si tu peux faire du sport. En plus de ça, tu as un bon niveau, tu progresses vite et tu kiffes, tu as tout gagné, tu vois. surtout qu'en fait, ça te. Comment? Je ne sais pas si ça rallonge ta durée de vie, mais ça rallonge ta durée de vie en bon état. C'est-à-dire Ouais, que c'est tu ça. vois, il y a des. Supposons qu'on vive jusqu'à 90 ans. Bon, quelqu'un qui a une mauvaise génétique, qui n'a pas une bonne hygiène de vie ou quoi, peut-être qu'à partir de 70 ans, il sera plus hyper opérationnel. Quelqu'un qui a été très sportif ou qui continue de s'entretenir, bah, il a beaucoup de chance, enfin, il a beaucoup plus de chances de mieux vieillir, en fait, d'être toujours en pleine capacité de ses moyens, etc. Et enfin, je sais pas, c'est quand même plus cool que de ne plus être apte à bouger, de ne plus pouvoir faire les choses que tu aimes, quoi. Ouais, Accessoirement, pareil, je voudrais pas dire de bêtises, Roman, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que, pareil, l'entraînement physique, ça a un impact extrêmement positif sur tout ce qui est les capacités cognitives, la capacité à réfléchir correctement, à faire fonctionner son cerveau correctement. Je crois que ça joue un rôle contre Alzheimer, etc. Enfin, ouais, c'est sûr, c'est sûr. il est jamais Très. trop tard pour se réveiller, quoi. Ouais, voilà, et puis surtout, en fait, tu peux rien y changer. Donc autant essayer de voir ça comme des contraintes, comme ton boulot, tes dispo pour t'entraîner et autres. Et vraiment, moi, en y réfléchissant, je pense que parfois tu es gagnant. Quand tu réfléchis à quand tu avais 18-20 ans, t'avais pas trop, t'étais pas dans une super situation, ta priorité c'était pas de t'entraîner. Bah, parfois, quand tu as 40 ans, c'est quand même pas mal. Hein. La situation dans laquelle tu es pour t'entraîner, elle peut être avantageuse. Enfin, en tout cas, il n'y a pas que du négatif, je pense. Et, Imaginez Eliam à 40 ans. ah, Il va être mais il terrifiant. fera peur, il fera peur. Il ramassera plus en Wi-Fi, ce sera en 7G, tu vois, d'ici là. Ce sera terminé. Non, non, mais c'est un sujet qui est super important et je pense qu'effectivement, comme tu disais aussi, Romain, sur le fait que, en fait, il y a aussi ce côté réseaux sociaux, en fait, tout simplement, bah, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de ces athlètes aussi et qui parfois nous écrivent aussi, on les salue, hein, parce qu'ils écoutent ces podcasts et on les remercie pour leur intérêt. Voilà, en fait, c'est juste qu'ils postent pas, tu vois aussi. Ils s'en foutent parfois de poster leur single au squat. Ils s'en foutent, en fait, ils s'entraînent. Bah, c'est moins la génération aussi, tu vois. Ouais, voilà. Donc,
Donc, faut pas C'est- s'interdire de lifter, quoi. Moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est que c'était des athlètes qui, tu vois, ont commencé, par exemple, à se filmer purement pour avoir des correctifs techniques, etc. Et ce qui est drôle, c'est que pour des athlètes plus jeunes, même outre la question du correctif technique, tu lui demandes une vidéo de son PR, il l'a direct, en fait. Tu vois, si un gars, souvent, si un gars de 20 ans te dit, ouais, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 200 au squat et qu'il a pas de vidéo, bon, souvent, c'est un mytho. Souvent, c'est un menteur. Alors que quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui dit qu'il a fait 200 squats et qu'il n'a pas de vidéo, bon, c'est plus si la vidéo, c'est presque plus étonnant. Tu vois. Ouais, Après, on les connaît, les ouais, à ton âge, je faisais 200 et tout. il y en a des spécimens aussi. À ton âge, j'avais gagné Saint-Julien sur la marmotte, quoi. Et je me souviens, j'avais lâché 800 au deadlift, mais c'était pas filmé. Ils n'avaient pas la caméra à cette époque. À mon époque, il y avait des records et il y avait plus de 500 kilos de total au deadlift en moins de 105, mais ils ont été réinitialisés au changement de Ouais, fédé. c'est ça. Ils ont été réinitialisés. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que, enfin, moi, je le vois maintenant que j'y réfléchis de manière un peu plus empirique. Bon, on a tous dans les clubs de force athlétique, peut-être pas au PAG, parce que c'est une salle de jeunes premiers où il n'y a que des teenagers, on a l'impression. Mais tu vois, par exemple, dans les salles de force athlétique municipales, etc., moi, je sais que, tu vois, j'ai des athlètes qui sont beaucoup plus âgés, tu vois, qui ont 50, 60 ans, etc. Et en fait, il y en a beaucoup, ils ont un meilleur niveau que quand ils avaient la vingtaine, tu vois. Ou alors souvent, ils te disent qu'ils avaient un meilleur niveau quand ils avaient la vingtaine, mais en fait, tu te rends compte que bah, c'était avec de l'équipé, parce que c'était aussi ça le sport à cette époque. Et moi, je me rends compte, tu vois, je vois des athlètes, tu vois, ils n'ont pas forcément extrêmement progressé. Bon, après, je pense qu'il y a aussi une question de régularité et de technique d'entraînement. Je repense à Bernard, je pense pas qu'il écoute, mais quand je vois que c'est un peu la foire à la saucisse toutes les semaines, je comprends un peu mieux pourquoi pendant 20 ans ça a été un peu ralenti. Mais en fait, je me rends compte qu'avec le temps, et en étant resté quasiment dans la même catégorie de poids, même sans s'entraîner très bien, bah, il a quand même progressé, quoi. Ouais, je suis d'accord. Faut Après, pas. Vas-y, Léo. non, mais après, je trouve que particulièrement, genre, le bench, je trouve que c'est un lift vraiment qui Ouais. vient avec la maturité et qui se conserve super bien. Genre, si tu regardes le top level, genre en master et tout, enfin, c'est pas ridicule comparé au open, genre, tu vois. Genre, enfin, Oh, je viens de penser à un truc, c'est un bonhomme, il s'appelle Mister Athletic Over Everything, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est un champion du monde de bench master. Il a un bench à genre 270 kilos en moins de 120. Et lui, son truc, justement, c'est qu'il il a la quarantaine, mais il a un bench, du coup, faramineux. Il s'amuse à dunker sur les petits jeunes dans le terrain de basket à côté de chez lui. Il fait des sauts en longueur, des machins comme ça. Et lui, vraiment, son truc, c'est les qualités athlétiques, tu vois. Et ça rejoint le fait que déjà, pour la force, c'est le cas, parce qu'il a un bench faramineux, mais aussi, même pour les autres qualités athlétiques, si tu sens que dans la vie de tous les jours, tu as besoin d'être un peu plus en forme, que ce soit pour ton taf, pour tes enfants, t'amuser avec tes petits-enfants, j'en sais rien. Et c'est possible aussi, et il nous le montre bien, du coup. Ah ouais. Et puis, il y en a un autre dont on n'a pas parlé, mais qui, pareil, hein, est quand même assez âgé. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais c'est monsieur Chestnificent, le Master Grip. Il est pas. Mais il a quel âge, ce type-là? Je crois qu'il est pas loin de la quarantaine aussi, hein. Mais non. Et le grip, et je te dis que le grip, il est serré depuis longtemps, hein, je te Les jure. mains Là. te touchent. Ah, lui, pareil, je crois que. Mais il y en a un autre aussi, quand on donne un peu des noms, il y a Lane Norton, Bio-Lane. Ouais, bien sûr. Qui a fait son comeback l'année dernière. Ah, un GOAT, hein, lui aussi. Non, mais c'est globalement, il y a des avantages aussi à s'entraîner plus tardivement, en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas y voir que des. Et surtout, maintenant que j'y pense, c'est vrai que je repensais à d'autres athlètes qui sont peut-être un peu plus âgés. J'ai l'impression que les athlètes, parce qu'on dit aussi que la force athlétique, ça abîme, etc. Et ça peut être vrai, mais je pense que ça abîme beaucoup moins que d'autres sports où, par exemple, il y a du contact, etc. Et en fait, quand je regarde dans le détail, que je me pose un peu la question, bon, peut-être que c'est pas vrai, hein, c'est juste mon observation, mais j'ai l'impression que les athlètes en force athlétique qui vieillissent mal, souvent c'est aussi et surtout à cause des produits dopants, en fait. Ouais. Et que les athlètes Ouais. qui vieillissent vraiment mal, c'est parce qu'ils sont envoyés la dose, en fait. Alors, attention, dis que t'as rien, t'as aucun nom derrière la tête et tout. Parce que Non, j'ai aucun nom derrière la tête. J'ai aucun nom derrière la tête. Mais tu vois, moi j'ai entendu des trucs du style
si tu fais de la musculation ou de la force athlétique, à ton âge, tu verras, à cet âge-là, tu seras comme, je sais pas, Ronnie Coleman qui était en chaise roulante, tu vois. Ah, bah oui. En fait, c'est à ça que je pensais. Ok. Et tu te dis, oui, mais en fait, on fait pas le même sport, tu vois. Bon. Non, c'est pas la FA qui a blessé Ronnie Coleman. Hein. Je pense qu'il y a eu d'autres choses. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas le seul truc, tu vois. Je pense qu'il non, l'a senti venir aussi et qu'il s'en foutait un peu, genre. Pardon? ouais, Je pense qu'il l'a senti venir et qu'il s'en foutait un peu aussi. Ouais, il l'a dit. Je crois qu'il l'avait dit. Il y avait des remarques de fou. Ouais, quand j'avais cette barre sur le dos, tout ce que je regrette, même si elle m'a cassé en deux, c'est de pas avoir tenté une rep de plus. Ouais, j'ai vu. Après, est-ce qu'il prenait les compléments de chez les compléments qu'on recommande? Je suis pas sûr. Je pense que ça l'aurait. Est-ce qu'il suivait une programmation intelligente by Strength Strategy? Je suis pas sûr non plus. Non, je pense Moi, pas. je pense pas. qu'il préférait mourir que rater cette barre. Ouais, c'est un ouf. Non, mais je pense que globalement, on a fait un peu le tour de tout ce qui regroupe de l'entraînement, disons, à un âge un peu plus tardif. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, surtout, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est essayez, commencez, faites ça bien et vous allez voir, en fait, vous pouvez être très surpris de ce que vous arrivez, je pense. Ouais, le mieux, c'est de faire les choses simplement, en fait, de pas trop se mettre la pression, surtout peut-être de pas essayer d'en faire le maximum, parce que clairement, à partir d'un moment, la machine, elle suivra pas. L'idée, c'est plutôt de trouver quel est le moyen de faire ça le plus simplement et le plus efficacement possible. On cherche pas à en faire le plus possible, on cherche à avoir le ratio le plus efficient, le meilleur ratio énergie dépensée résultat, quoi. Ok, je pense que globalement, on a fait un peu le tour. Si évidemment, il y a des athlètes qui sont en open tardif, en master, en pré-master, en master ou autre et qui se sont reconnus là-dessus, n'hésitez pas à nous faire part aussi de votre expérience. C'est toujours un plaisir et c'est des sujets qui sont importants, qui sont parfois un peu moins abordés parce que souvent on pense aux athlètes un peu plus jeunes. Mais en tout cas, si vous vous entraînez sérieusement et que vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de ne pas sortir vos meilleurs PR et d'aller choper votre qualif France. Ça, je pense que vous en êtes tout à fait capable. Et on attend là-dessus. N'hésitez pas à commenter. On vous répondra avec grand plaisir. Et petit fun fact pour terminer, l'âge moyen du podium au dernier monde, c'est 28 ans. Donc, ça commence à être la fin de la vingtaine, début de trentaine. Il n'est vraiment pas trop tard pour commencer et en plus, ça prend du temps. Après 28 ans, c'est quand même relativement jeune. Ouais, mais j'allais dire, sachant que c'est une moyenne et que c'est pas une médiane, la médiane, on l'a pas. Et une moyenne, ça prend en compte les extrêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement des plus de 40 ans sur le podium. Ouais.